Donc, je voulais vous présenter justement cette image qui peut vous sembler un petit peu sortie d'un contexte, c'est-à-dire que vous n'avez pas les composantes de dimension, vous n'avez pas le nom de l'artiste, vous n'avez pas la nature des matériaux, mais je souhaitais qu'on prenne un peu d'attention parce que je fais une petite parenthèse. J'avais envie de vous faire découvrir l'univers d'un artiste italien que j'aurais pu mettre en œuvre avant les vacances. Ça s'est fait après, un peu comme voilà, un petit cadeau pour redémarrer l'année avant de revenir alors à Jean-Luc Nancy la fois prochaine. Et cette image me permettait déjà, par rapport à ce que vous en avez observé, de mettre en évidence certaines caractéristiques de sa démarche que nous allons progressivement découvrir avec d'autres propositions. Et l'artiste dont il s'agit est Fausto Melotti. J'avais envie de vous en parler parce que nous avions évoqué la dimension de l'aérien dans le travail de Saraceno la fois passée. Il y a tout un questionnement sur l'environnement aussi qui est posé, mais d'une manière un peu différente, plus poétique, par Fausto Melotti, donc qui est un artiste qui est attaché à la ville de Milan, où il a fait ses études. Et Fausto Melotti travaille beaucoup avec la référence à la géométrie. Donc, vous le voyez ici, c'est une image qu'on trouve immédiatement sur Internet. Donc, il est décédé voilà, il y a quelques années, et en même temps, il n'appartient pas, si vous voulez, à une époque révolue. Hein, il décède en 86. Et vous avez à ses côtés une structure, une construction, justement, où le géométrique intervient. Et de nouveau, ce que vous pouvez découvrir dans la prise de vue photographique, c'est l'importance de l'ombre, qui donne une dimension différente, qui amplifie, mais en même temps, qui peut-être dématérialise d'une certaine façon le travail, alors que l'on voit bien ces formes pleines qui sont constituées ici avec le métal. Cette petite phrase qu'il a énoncée, pour rendre une œuvre humaine éternelle, il faut toujours la bâtir en suivant rythme musical et mathématique. Alors, cette conception de l'art par Fausto Melotti, j'avais eu l'occasion de le découvrir lors d'une exposition qui s'était tenue au Max, donc sur le site du Grand Ornu. Et tantôt, regardez avec Étienne, c'était en 2004. J'aurais pas pu imaginer que c'était aussi loin. Et donc, Laurent Buzine avait réuni un nombre de pièces importantes. Il y en avait aussi une à l'extérieur. Et c'est un univers qui, à l'époque, mais toujours aujourd'hui, me touche profondément. Vous allez découvrir beaucoup d'élégance, beaucoup de poésie, mais par le raffinement que propose Fausto Melotti, en prenant d'une certaine manière une position un peu décalée par rapport à ce qui pourrait constituer l'avant-garde quand il avait 20, 30 ans. Si vous voulez, on était dans le développement de l'avant-garde italienne et il ne trouvait pas tout à fait son expression à ce niveau-là. Donc, il a fonctionné un peu en parallèle et en restant dans cet univers jusqu'à la fin de sa vie. Donc, ça peut vous paraître un peu curieux d'en parler, mais j'espère que vous allez au fur et à mesure découvrir des éléments qui donneraient tout à fait droit à sa place aujourd'hui et à la manière de comprendre sa démarche. Pour vous donner une petite idée, voilà, par exemple, dans un espace d'exposition, comment on peut proposer les travaux de Melotti pour que vous puissiez aussi vous rendre compte. Donc, il y a le métal qui est beaucoup utilisé, il y a l'argile, vous allez découvrir aussi, par exemple, sur le mur à droite, vous avez une espèce de petite boîte à 3 compartiments avec un fond bleu. On reviendra sur ce type de travail. Vous voyez qu'on utilise les socles pour les présenter, parfois pour les mettre à hauteur de regard. Il peut y avoir des travaux de plus grande dimension. Et peut-être distinguez-vous sur la pièce qui se trouve au milieu, la structure métallique est placée comme sur un petit char avec des roues. Et ça, c'est un principe qu'il va utiliser de multiples
manière. Donc, pas nécessairement parce que physiquement, l'élément doit se déplacer, mais c'est vraiment une métaphore nous ramenant à la notion du char qui peut apparaître dans les cultures anciennes. Vous voyez, c'est très discret, c'est très léger. On n'est pas face à une sculpture d'opacité, on n'est pas dans une monumentalité par la lourdeur ou par la charge des matériaux. Et voilà, par exemple, un travail, donc le chariot. Alors, quand il utilise le métal, ici c'est le laiton, il peut utiliser le cuivre, il peut utiliser l'argent, il peut utiliser l'or, donc il peut se tourner vers des métaux de valeur. C'est un principe où vous retrouvez le caractère donc de la géométrie, de la répétition, des formes simples, hein, les formes quadrangulaires, les formes circulaires. Et puis cette manière de venir schématiser certaines conceptions. Peut-être le ressentez-vous, il est sculpteur, mais c'est comme si son travail était une sorte de grand dessin, du grand développement graphique, qui va prendre un moment en possession de l'espace, qui va comme se spatialiser, qui se fait architectural, et où il est extrêmement important d'être attentif au vide qui constitue la sculpture et aux ombres qui sont placées donc soit au niveau du sol, comme vous pouvez le voir ici, ou parfois sur les murs, selon le principe donc de l'éclairage. Donc Meloti s'interroge sur la manière dont le dispositif spatial, architectural, peut permettre à l'homme de modifier l'aspect du monde, l'aspect des choses. Lui va le faire en réfléchissant sur la notion de la couleur, sur la notion de la forme, la notion donc de l'ombre et de la lumière, le principe du rythme qui est extrêmement important chez lui, et le rythme, l'alternance qui est aussi donc dans le rapport du plein et du vide. Mais au fur et à mesure, son travail cherche comme à se libérer du poids des choses. C'est-à-dire que ça devient toujours extrêmement léger, tendant vers une forme d'immatérialité. C'est comme si vous aviez une écriture très dimensionnelle, mais qui se dématérialise parce qu'elle ne se traduit qu'à travers de très fines structures métalliques. Donc en fait, il assemble différentes lignes dans l'espace. Et le thème, si vous voulez, des chars pourrait nous renvoyer aux Étrusques, aux cultures anciennes, les petites sculptures des Étrusques, certains principes de décoration que l'on pourrait trouver sur les vases grecs. Cela simplement pour vous dire que Meloti a une attirance importante pour le passé. Donc, par la schématisation, par la restitution de l'image ou par rapport à certains moments de la pensée des anciens. Voilà, je vous montre un autre petit char, une autre version. Donc, vous voyez, c'est la même idée, la même année, 1977, mais une autre manière de la traduire. Donc là, vous avez une idée donc, des dimensions, 53 cm de hauteur hein, pour 1,10 m. Au niveau de sa partie donc la plus longue et 23 cm et demi pour la profondeur. Je vous rappelle, c'est toujours la hauteur, la largeur et la profondeur. Donc, vous voyez une autre manière d'enchaîner les lignes. Donc, en fait, l'écriture linéaire peut vous apparaître aussi offrant en même temps un caractère de rectitude et en même temps une forme comme d'un dessin assez primitif, vous voyez, comme d'un tracé qui serait fait par sa dimension archaïque ou première, comme l'enfant pourrait l'élaborer, c'est-à-dire en même temps s'associant des connaissances extrêmement précises en termes de géométrisation, de mathématiques, de soudure, donc d'usage vraiment d'un très beau raffinement au niveau des matériaux et de la disposition dans l'espace. Et au-delà de ça, il reste une figure qui est extrêmement touchante, qui sollicite un imaginaire, qui nous conduit ailleurs.
vous allez vous rendre compte qu'il y a une évocation d'une part sacrée, une part spirituelle qui peut se percevoir à travers ce type d'évocation. Comme si ces chars, si vous voulez, permettaient aussi d'évoquer la dimension du passage. Le passage, le cheminement, le glissement de notre présence sur Terre vers un questionnement qui est celui de l'origine. Profondément, Meloti est interpellée par la question de l'origine du monde, la part, si vous voulez, qui nous conduirait à la dimension de l'archaïsme premier. Et comment traduire ces éléments-là dans une construction sculpturale? Certains de traitements des métaux sont mat, d'autres sont polis et brillants, donc ils vont accrocher différemment la lumière. Et ça aussi, c'est un élément qui nous parle d'une présence nuancée quand on est face au travail, avec des degrés, je dirais, d'opacité, de présence et de visibilité qui en même temps s'associent à des éléments qui ne sont pas là mais qui sont suggérés. Vous voyez, comme cet espace, on pourrait le sentir fermé, mais en même temps, il est complètement traduit par des lignes qui restent ouvertes comme simplement dessinées. Le monde donc du théâtre, le monde peut-être du cirque, hein, de la position de l'homme qui est de passage sur la terre, ce glissement que l'on peut ressentir comme ici, entre le terrestre, le terrien et le céleste, parce que les astres vont souvent se retrouver dans le travail de Fausto Meloti. Je montre d'abord le travail dans sa totalité. Vous avez toujours ce même principe, vous voyez, de l'articulation. Le petit char avec la lune qui est placé sur une structure qui le met en évidence, en lévitation, qui suggère aussi la possibilité d'un déplacement. Et puis cette répétition de petits signes, vous voyez, dans la partie médiane, et qui nous amène alors à une boîte. Voilà que je vous montre de plus près, qui est de nouveau comme un petit espace légèrement refermé à l'intérieur duquel vous trouvez toujours ces éléments verticaux avec des formes géométriques simples qui évoquent la Lune, puisque on est avec ce petit char dans l'idée du voyage de la Lune. Vous voyez, avec l'or et l'argent qui sont utilisés ici, travail de 1973. La petite échelle qui permet le déplacement et de rejoindre ce char. Donc, il y a une poésie extrêmement belle. Quelque part, cette poésie parle du temps et on est pratiquement devant une forme de traduction intemporelle de la part de Fausto Meloti. Fausto Meloti est quelqu'un qui, quand il exprime ce voyage de la Lune, cet intérêt, si vous voulez, pour notre relation au cosmos, pour la compréhension du fonctionnement donc des astres, qui précise la manière dont il observe les phénomènes, cette sensibilité très grande qu'il a par rapport au monde naturel. Et justement, l'idée me venait de parler de Meloti par rapport à Saraceno parce que il y a ce que l'on voit et il y a tout ce que l'on voit grâce à ce qui fonctionne autour, c'est-à-dire l'importance du vide, l'importance de l'air, l'effet aérien, la sensation de légèreté, une fluidité qui entraîne une sensation de déplacement. Donc, quelque part, l'expression du temps, l'expression du passage du temps. Mais ce que je devrais faire, c'est me taire parce que le travail de Meloti est extrêmement silencieux. Il y a quelque chose qui nous conduit à un rapport à une forme d'intériorité. Si vous voulez, directement, chaque être humain peut se reconnaître. Il y a un dispositif qui touche à l'universel à travers le travail de Meloti. Et j'ai envie de dire à un monde qui serait pré-langagier, qui appartiendrait avant
le langage ou l'énonciation ou la verbalisation qui parfois limite un propos par rapport au mot qui est utilisé pour le dire. Il y a quelque chose qui nous conduit dans une dimension presque cosmologique qui enveloppe, qui dépasse complètement, si vous voulez, l'humain, ou qui pose la question de la relation entre l'humain et le cosmos, et cet espace ou ce temps d'où nous venons, à partir duquel nous sommes formés. Donc, ce voyage, si vous voulez, de la Lune, dit aussi chez Fausto Melotti combien sa perception est sensible aux manifestations des moindres changements. Même tout ce qui serait de l'ordre de l'imprévisible, de la peine décelable, il essaye de l'évoquer à travers son travail. Ça peut rejoindre l'idée du rêve, hein, ça sollicite l'imaginaire. Et ce qui était intéressant pour lui, c'est que justement, ces sculptures pouvaient générer des histoires, pouvaient s'associer à un récit, à un conte, quelque chose qui se transmet au fur et à mesure du temps, si vous voulez, des légendes qui pourraient faire appel à une sorte de grande mémoire dans laquelle finalement les générations humaines se reconnaissent. Donc le conte, le récit rejoignent l'imaginaire, l'imagination, donc la mise en image de notions qui sont bien au-delà de l'existence humaine, qui nous englobent dans la notion même de l'humanité et du cosmos. Donc comment traduire cela? Il décide de le faire à travers des structures extrêmement légères qui offrent une certaine vibration, comme si ces structures, en quelque sorte, participaient, si vous voulez, au mouvement de l'air. Voilà, ceci est un travail donc contrapunto. Il y a plusieurs versions aussi. Celle-ci fait 50 cm de haut. Donc là, c'est l'usage du laiton. Vous voyez, on retrouve, on reconnaît cette mise en œuvre, une espèce de structure articulée, vous voyez, en 4 espaces assez similaires. Alors, ce sont 4 boîtes, c'est 4 cases, c'est, je sais pas moi, 4 niches, comme vous voulez, ou un glissement qui s'opère du haut vers le bas. Vous voyez, avec cet usage du rythme posé par les petits jalons, les petites boules, donc les petites formes sphériques, qui vous donnent la sensation de pouvoir se moduler, se mettre en mouvement. Et donc, ce qui est extrêmement beau, c'est la délicatesse, l'élégance, si vous voulez, de la ligne qui parfois s'amplifie, devient forme, devient surface, interagit par le polissage du métal avec la lumière, ou la courbure qui est donnée, qui crée une ombre tout à fait étonnante. Vous voyez, dans la partie, la petite case, le carré qui se trouve en haut à gauche, vous voyez cette tige, cette courbe, qui vient s'accrocher à cette espèce de perception d'un élément lunaire. Donc, il y a des éléments qui semblent flotter, en même temps que l'idée n'est pas à tout prix d'être réellement en mouvement. On ne peut pas dire qu'ils cherchent à faire de l'art cinétique. C'est comme une traduction du passage de l'air. Alors peut-être ressentez-vous, quand vous voyez cette manière d'articuler ces verticales avec ces petites sphères, en fait ce lien, cette fascination qu'il a pour le monde de la musique. Fausto Melotti est convaincu que la musique est pour lui la forme d'art qui est au sommet de la création. Alors, j'ai lu qu'il jouait du piano, donc il a étudié les règles musicales, le solfège, et il rêvait, il imaginait que sa sculpture puisse ressembler à de la musique. Et la musique, c'est l'expression du temps, mais qui a besoin effectivement de l'air pour pouvoir propager le son. Ce qui intéresse Melotti, c'est que la musique appartient à ces manifestations sans matière, qui ne sont pas directement palpables, mais en même temps, quand on écoute la musique, on peut totalement transporter, transposer, on peut
éprouver des sentiments, on peut être amené à se raconter une histoire sans être lié aux contingences d'une représentation, une figuration particulière. Donc, si vous voulez, pour Mélodie, la musique s'inscrit dans une forme d'abstraction complète. Et ça l'intéresse beaucoup. Voilà, je vous montre encore ici un canon variation 5, où là, si on devait encore douter de cette relation entre la sculpture et la musique, je pense qu'elle apparaît très clairement ici. Vous voyez que ces évocations extrêmement fluides, donc ça c'est un peu plus grand. Alors j'avais lu différentes choses le concernant, et on disait comment traduire la musique dans le langage sculptural. Donc, pour Mélodie, pour devenir musique, la sculpture doit être légère, précise, fragile en même temps, limpide, rythmée et nette. Alors, Mélodie prend un crayon et dessine. Il trace des lignes droites, courbes ou ondulées, des cercles, des rectangles, parfois des triangles, et certaines formes géométriques deviennent silhouettes, lune, vague, étoile. Et puis, c'est un peu comme s'il détachait délicatement ce dessin du papier et qu'il le dépliait dans l'espace pour en faire une sculpture. Et cette sculpture, elle est élégante, elle est fine, elle est gracile. Pour traduire ces dimensions, il utilise des matériaux légers, des fils, des feuilles de cuivre, de laiton. Parfois, vous verrez, il intègre des fragments de plâtre, les bouts de tissu que vous avez vu dans la première image, et il peut y glisser un peu de ficelle, des filets, des petites résilles, un peu de carton, un peu de papier, des chaînettes. Donc, en fait, il va assembler un tas de matériaux extrêmement légers, mais ils sont assemblés avec précision. De cette manière-là, il met en œuvre des formes qui jouent sur la dimension de l'équilibre, du déséquilibre, du plein et du vide, qui apparaissent parfois un peu comme des funambules. Vous pouviez avoir cette sensation dans la première image, vous pouvez retrouver ça ici aussi. Donc, une des caractéristiques du travail de Mélodie, c'est la dimension très aérienne de sa sculpture. Si vous voulez, le vide est peut-être l'élément qui est le plus important pour faire exister son travail par rapport finalement au peu de plein ou d'opacité que l'on découvre. Donc, sa sculpture prend sa place dans l'espace, se fait presque architecture, mais essentiellement par l'air, par le vide qu'elle nous met devant les yeux, plus que par des surfaces ou des plans qui seraient constitués donc par le métal. Il faut savoir que Mélodie, au départ, fait des études donc d'électricien, puis d'ingénieur à Milan, et qu'il va se retrouver contemporain du fameux mouvement des futuristes italiens. Donc, je vous rappelle, le futurisme verra son manifeste écrit, publié en 1909 par Marinetti Boccioni. Donc, ça va développer en Italie un mouvement de recherche d'avant-garde qui était essentiellement axé sur la modernité et sur l'aspect de la ville. C'est dans la ville que les futuristes allaient découvrir les nouvelles valeurs. La ville devenait la référence en tant que beauté, l'industrie prenait le pas sur le paysage naturel. Et par rapport à cela, si vous voulez, Mélodie va très vite se sentir en décalage quand il va découvrir leurs propositions. Il va pas s'y reconnaître. Et au début des années 20, donc Mélodie a une vingtaine d'années, il va progressivement s'écarter du mouvement d'avant-garde et il va plutôt se tourner vers la découverte d'un autre moment important dans l'art italien qui est l'art de la Renaissance et va s'intéresser donc aux pratiques des cultures grecques et romaines. Donc pour lui, c'est tout le monde méditerranéen qui est important. En 1935, une première exposition de sculpture sera organisée dans une galerie à Milan. Et là, il a écrit « Nous croyons à l'ordre de la Grèce.
quand le dernier ciseau grec a fini de résonner dans la Méditerranée, la nuit est tombée. Longue nuit éclaircie par le clair de lune de la Renaissance. Nous sentons maintenant souffler la brise sur la Méditerranée et nous osons croire que c'est l'aube. Et ce qu'on nous dit, c'est que cette première exposition du travail de Meloti, malheureusement, sera très peu reçue par un public, très peu considéré, parce que son travail sera assez incompris, ne s'inscrivant pas dans le renouveau de modernité qui était pratiqué par les artistes des années 30. Donc, pour lui, la référence à la musique ou la référence à une certaine géométrisation ne correspondait pas aux nouveaux critères d'avant-garde qui étaient déployés. Et puis, dans les années 30, vous le savez, le fascisme va se développer, malheureusement, aura une emprise très forte en Italie. Et il y a un événement qui sera assez malheureux pour Meloti. On nous dit qu'en 1943, malheureusement, son atelier sera détruit par les bombardements et là, tout sera anéanti pour lui. Donc, le fascisme régnant, puis la Deuxième Guerre mondiale éclatant, le fait qu'il ne se reconnaisse pas une place dans le développement de la modernité, c'est comme s'il touchait un fond. Et il va réagir et il aura besoin aussi de gagner sa vie, de remettre en place voilà, son environnement, de pouvoir nourrir sa famille. Et donc, il va développer la pratique de la céramique. Donc, je vous montre ici la conception. Il va faire des grands vases émaillés. Donc, vous voyez, ici, on a pratiquement 1 mètre de haut pour ces sculptures, presque une 50aine de centimètres de diamètre. Donc, ce sont des pièces de grand format qu'il va réaliser qui probablement toucheront plus directement un public et qui va aussi simplement lui permettre d'avoir un peu de rentrée d'argent pour continuer son travail. Donc, à côté du métal, Fausto Meloti fait usage de l'argile, fait usage de la terre, parce que simplement, donc, il est très proche, je vous disais, des différentes composantes de ce qu'est notre environnement. Donc, il y a l'air, il y a le feu, il y a la terre. Donc, ces éléments-là se traduisent, entre autres, par l'usage de la céramique et de sa cuisson. Alors, je vous montre d'abord voilà, une vue du Grand Canal, parce que c'est une restitution que Meloti va faire. Je vais vous la montrer. Donc, ça, c'est une image que j'ai prise montrant donc une vue du Grand Canal telle qu'on peut la découvrir, cette vue actuellement. Vous voyez, avec les palais qui sont placés le long du quai, les bateaux, les structures bien caractéristiques des images assez populaires de Venise. Di Chirico, donc artiste contemporain de Meloti. Giorgio Di Chirico, qui a lui-même aussi représenté Venise avec justement le grand canal et le palais ducal à travers cette huile. Donc, on a déjà une différence dans la manière de ressentir la présence des éléments entre la vue photographique, la traduction qu'en donne Di Chirico, et puis voilà ce que propose Fausto Meloti. Je vous montre d'abord la manière dont on peut découvrir le travail par rapport à l'espace qu'il occupe. Vous voyez, c'est pas en soi très très grand, donc ça fait 2,10 mètres sur 54 cm de haut et 14 cm d'épaisseur. Donc il y a comme une réduction, si vous voulez, dans la manière de figurer l'espace, mais en changeant complètement les sensations. Vous allez vous en rendre compte. Donc, c'est disposé sur un socle et progressivement, voilà, si je m'en rapproche, donc le Grand Canal, Fausto Meloti fait usage de l'argile. Il fait usage, vous pouvez voir, de morceaux de briques réfractaires qu'on peut utiliser pour poser les pièces à cuire dans les fours. Vous avez aussi quelques petits éléments métalliques qui viennent se placer
dans ce rythme de structure quadrangulaire, plutôt verticale. Vous voyez les éléments métalliques qui sont sur le haut. Alors vous pouvez en même temps vous rendre compte que l'ensemble de ces petits regroupements de structures quadrangulaires, cet ensemble est placé sur une plaque de métal qui suggère l'eau et qui crée alors un reflet intéressant. Donc voilà, en se rapprochant encore. Donc il y a des éléments qui sont faits à la main, avec la terre, et vous découvrez peut-être quelque chose qui n'était pas directement repérable quand on est dans la globalité du travail. Donc, je me situe sur le tiers droite, l'avant-dernier regroupement à travers ces alternances. Et là, vous avez un petit élément, pas une sorte de petite verticale un peu inclinée, qui en fait est un être humain, qui est dans une position un peu contemplative par rapport à l'ensemble donc de cette structure du grand canal. Et on nous dit, le grand canal que Meloti choisit de représenter en se servant d'un matériau tellement pauvre qu'il ne permet pas l'élaboration des motifs décoratifs. Je reviens, voilà, vous voyez, sur les palais, il y a tellement d'éléments qui viennent articuler et constituer les rythmes sur les façades. Meloti va réduire, il va ramener une expression extrêmement simple. Donc le canal grande que Meloti choisit de représenter en se servant d'un matériau tellement pauvre qui ne permet pas l'élaboration de motifs décoratifs est par contre un événement architectural d'une rare préciosité et d'un grand raffinement dans le monde. Ce que Meloti nous traduit, c'est une architecture extrêmement légère, constituée par un rythme, une succession, si vous voulez, de lumière et d'ombre, d'espaces pleins, de masses qui alternent avec des creux, avec des vides. Donc, en fait, il envisage surtout la lecture de la surface. On est moins dans un rapport de volume, mais plus dans un rythme d'ombre et de lumière. Il y a tout un travail sur un relief extrêmement ténu, des petites perforations, une matière parfois plus rugueuse, travail qui sont faits aussi avec une manipulation des doigts au niveau de l'argile, là on voit le petit personnage. Et finalement, tout se fait, si je vous remontre la vue globale, tout se fait en constituant au niveau de cette sculpture un rythme, comme un rythme musical, comme si vous aviez justement une écriture avec donc un regroupement, un espace de respiration, un silence, puis de nouveau une articulation de quelques notes. Et de cette manière-là, il y a tout un rapport de lignes de force qui se construit avec donc cette circulation de l'air entre les éléments qui créent des séquences, donc répétition séquencée, constituant la transposition qu'il donne du grand canal. Donc, les 4 éléments fondamentaux sont dans son travail. L'eau avec la grande plaque d'acier sur lequel vient se réfléchir la présence des bâtiments, la terre qui est liée à l'usage de l'argile, le feu parce que les briques réfractaires donc, sont cuites et permettent la disposition des pièces pour la cuisson, l'air qui circule entre les différents éléments, qui enveloppe totalement le dispositif spatial qui semble peut-être plus horizontal qu'il n'est vertical, et l'association de la présence humaine contemplant cette magnificence, si on peut dire, de Venise, non pas en imaginant que l'homme serait là en quête d'évasion de la réalité, mais chez Meloti, c'est plutôt cette idée d'être contemplatif, donc de se mettre à l'écoute, si vous voulez, de déployer toutes ces capacités sensibles pour être en relation justement avec le réel. Et ça, c'est ce qui pourrait expliquer ou définir la position de Meloti. Meloti est quelqu'un qui se livre continuellement à des observations et à des réceptions les plus infimes de tout ce que le monde peut nous proposer. Donc, dans ce travail, il y a une dimension de respiration, comme peut l'être la musique avec ses temps de silence.
Et en même temps, il y a l'idée de la naissance du monde, de la naissance des choses. Être dans cette conscience de l'origine, la question fondamentale du retour à l'origine de toute chose, à la genèse de toute chose. Une espèce de grand mystère que soit le scientifique ou l'artiste veut essayer de rejoindre. Donc, c'est une dimension qui peut s'exprimer, qui peut se traduire de multiples façons dans l'approche artistique. Donc, la notion du lieu. La notion du lieu va se déployer chez Melotti par d'autres types de recherches qu'il appelle les théatrinies. Donc, je vous montre d'abord une vue d'ensemble pour vous permettre de découvrir la manière dont ils peuvent être présentés lors d'une exposition. Vous voyez des petites constructions très linéaires. Peut-être celui qui se trouve le premier du mur à droite pourrait vous rappeler un dispositif presque à la Mondrian, avec une articulation donc géométrique. Parfois, les lignes se rencontrent, parfois elles restent ouvertes. Elles constituent un peu un espace possible de déplacement, de circulation. Ça peut vous faire penser aussi à ces petites structures qu'on accroche au mur pour déposer des objets. Et il y a d'ailleurs des petites choses qui se trouvent à l'intérieur de ces espaces bien limités. Donc, théatrini, petit théâtre, c'est aussi l'expression de la mémoire. La mémoire qui est comme un réceptacle, comme un lieu dans lequel quelque chose est préservé. Et ces petits théâtres ne prennent sens, ne font sens que si on s'arrête devant eux. Donc en fait, ils sollicitent, ils mentionnent la présence humaine parce qu'ils vont interagir avec celui qui s'arrête devant eux. Donc ils parlent de la position de l'homme, de l'être humain, contemplatif des choses. Ces théatrini, Melotti travaille depuis les années 20 jusqu'à la fin de sa vie. C'est une espèce de microcosme, si vous avez d'espace intérieur. Et à travers ces théatrini, vont s'élaborer des petites histoires. Donc vous avez ici le thème de l'ombre. Donc c'est celui, vous voyez, qui se trouvait tout à fait au fond. Donc là, le premier à gauche, que je vous rapproche. Donc vous pouvez vous rendre compte, c'est très touchant parce qu'on pénètre dans un espace assez privé, assez intime, qui nous renvoie à nous-mêmes, hein, qui nous confronte nous-mêmes à notre propre regard sur les choses. Donc vous voyez cet espace qui est très géométrique, qui est en même temps presque un dessin et en même temps qui a une épaisseur petite, hein, de 6,8 cm. On a un usage ici très limité au niveau des couleurs, de la terre qui a été cuite, du papier pour trouver ces bandes verticales qui passent devant cette zone. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a 3 êtres humains qui se trouvent derrière les bandes de papier. Donc il y a l'usage du laiton, il y a l'usage du plâtre pour constituer aussi la structure, donc le blanc, le noir et le gris. On est dans un dispositif très sobre. Dans ces petits théatrini, c'est comme si Fausto Melotti mettait en scène, mettait en situation des petits personnages à travers lesquels on peut se raconter une histoire. Souvent, si vous voulez, ces espaces apparaissent avec frontalité, hein, ils sont ouverts face à nous, donc il n'y a pas d'intérêt à tourner, à essayer d'aller voir l'arrière, donc il y a une grande frontalité et vous avez une très grande schématisation. De nouveau, un dispositif très premier, très archaïque pour mettre en œuvre la présence humaine ou des objets que l'on peut y découvrir. En voici un autre, donc il s'appelle le musée, 66 cm pour la hauteur totale, 37 en largeur et 20 cm de profondeur. Donc c'est un dispositif un peu plus grand que le précédent, proposé en 59. Et vous voyez, il est réparti en 2 zones. Donc la zone du bas, avec cette grande fracture dans le fond,
Et puis devant, vous avez comme des petites tablettes qui sont placées verticalement contre la paroi. Au-dessus, un espace dans lequel vous trouvez la présence humaine, donc 2 personnages assis vers le fond, un troisième les pieds sur le bord, et puis vous avez un 4e personnage qui grimpe, qui chemine, donc sur la paroi pour nous à droite qui regardons l'image, donc un 4e petit personnage blanchâtre. Et puis vous avez une structure métallique contre laquelle est adossé le personnage de gauche, avec une sorte de balance ou une espèce d'expression à nouveau du cosmos. Donc là, qui est figuré et qui ouvre l'espace, donc qui nous donne aussi à percevoir ce qui n'est plus limité là par un fond blanchâtre. Alors par rapport à des petits textes que l'on peut découvrir concernant son travail, voilà ce qu'on dit relatif à ce teatrini, donc Il Museo. La sculpture de Melotti, nous dit-on, est habitée par l'écriture. Ils sont consignés des signes, c'est-à-dire une manière de mettre en mémoire, à l'abri du temps, à l'abri de l'oubli, quelque chose du monde. Et cela par une organisation spatiale en cases ou en étages. Ces signes ne sont pas de ceux qui s'inscrivent à la surface plane du papier. Ils possèdent la matérialité d'un propos qui est profondément sculptural, celui qui serait d'écrire dans l'espace, mais en segmentant, comme on articule un énoncé. Ces signes, en même temps, ne sont pas abstraits. Ils demeurent ancrés dans le terrestre, comme si l'auteur n'avait pas voulu les couper de leurs racines concrètes et des liens formels qui les unissent au monde, à la manière d'idéogrammes. Ce sont des petites boules en terre cuite. Ce sont des bouts d'étoffe. Ce sont certains autres matériaux pauvres qui sont disposés en des lieux organisés de manière très souvent primitive, parfois même précaire. On parle donc d'une écriture archaïque qui est développée depuis les années 30 par Fausto Melotti. Et dans le cas précisément de ce petit théâtre ici, on nous dit qu'en haut, on aurait 4 personnages qui occupent un local. On aurait peut-être la présence, entre guillemets, d'une balance qui pourrait évoquer le commerce ou en tout cas l'action d'une mesure. Et en bas, l'espace qui ressemble aux réserves, entre guillemets, qui pourraient être effectivement les réserves d'un musée, à l'intérieur desquelles se trouvent 6 plaquettes d'argile qui rappellent les écritures primitives. Vous savez, anciennement, on écrivait sur les tablettes d'argile. Donc, ces 2 zones pourraient illustrer 2 moments de l'écriture. L'écriture trouvant elle-même son origine donc dans les calculs. Donc, on a d'abord comptabilisé, et puis, de là, des transactions, si vous voulez, a découlé la création d'idéogrammes et puis, progressivement, donc, l'élaboration des alphabets. Donc, on aurait ici une métaphore, nous dit-on, une métaphore archéologique qui relierait le propos sculptural qui caractérise Melotti à une forme ancestrale, une forme ancienne de l'écriture. Mais une écriture qui n'est pas l'écriture alphabétique, qui est une écriture pré-alphabétique. Et ces petits hauts reliefs, il les a faits jusqu'à la fin de sa vie, donc juste en 86, l'année de sa mort. Donc ce sont des sortes de petites maquettes qui nous donnent une perception d'espace, petites habitations, de petites cellules, à travers lesquelles vous avez des figures, et ces figures sont inscrites dans une forme de narration. Mais ces formes de narration sont en relation avec des lieux de la mémoire, des lieux à travers lesquels on se remémore, on se souvient de quelque chose. Et là, il y a une relation qui me semble très intéressante qui est proposée, c'est que
le lien se fait au théâtre, mais le lien se fait aussi comme étant un lieu de l'art de la mémoire. Et cet art de la mémoire, cette notion de l'art de la mémoire qui était présente dans l'Antiquité, réapparaît très fortement au Trecento, en Italie. Et je vous disais, Fausto Melotti est fasciné par le passé. Il dit que quand il a 14 ans, avec sa famille, il va découvrir à Florence les grands maîtres de la Renaissance italienne. Et il dit, je suis né, il dira ça plus tard, je suis né une seconde fois à Florence. Alors cette notion de l'art de la mémoire, qui est liée à l'espace, fait référence à un dispositif, si vous voulez, plutôt archaïque, assez universel, à partir d'un épisode. Un épisode assez tragique qui est celui du banquet de Scopas. Et c'est Cicéron, donc qui est un homme d'État romain, qui nous raconte cet épisode. Et voilà ce qu'on nous dit donc, dans cet épisode tragique du banquet de Scopas. Victime de l'effondrement accidentel du toit de la salle à manger, tous les convives de ce repas catastrophique périrent dans les décombres, à l'exception d'un seul miraculé, le poète Simonide de Chéos, que le hasard avait conduit hors de la pièce quelques instants à peine avant le drame. Rapportant que ce fut le souvenir des places occupées à table par les hôtes qui lui permit d'identifier les corps défigurés, l'historien romain, donc Cicéron, attribue à Simonide, dans un passage célèbre de l'orateur, l'invention de l'art de la mémoire. Instruit par cet épisode, raconte Cicéron, Simonide découvrit que l'ordre était ce qui pouvait le mieux éclairer la mémoire. C'est pourquoi qui désire exercer cette portion de son esprit doit choisir des lieux et peindre en esprit les choses qu'il veut tenir en mémoire, puis les placer dans ces lieux. Alors l'ordre des lieux conservera l'ordre des choses. Les images marqueront les choses mêmes et nous nous servirons des lieux comme de tablettes de cire et des portraits comme de lettres. Donc Fausto Melotti va construire dans cette théâtrini des espaces à travers lesquels il range des signes de son écriture, faisant écho à cette notion que nous nous souvenons des choses quand nous les associons à l'espace et au lieu. Notre mémoire se souvient par une référence à un lieu. Ce qu'on appelle en fait la méthode des lieux, la méthode des loci. Donc c'est une méthode mnémotechnique qui est utilisée depuis l'Antiquité. On pouvait mémoriser une longue liste d'éléments ordonnés qui étaient basés sur le souvenir des lieux qui étaient connus et qu'on associait à l'élément que l'on voulait mémoriser. Donc l'ars memoriae, l'art de la mémoire, appelé aussi la méthode des loci, la méthode des lieux. Donc ce sont des conceptions qui appartiennent à la pensée antique, conceptions ravivées au moment de la Renaissance, et auxquelles se réfère Melotti, les transférant, si vous voulez, dans une sorte de métaphore, donnant naissance à ces petits théâtrini auxquels il était très attaché à travers donc sa démarche de sculpteur. C'est comme si on avait des petites boîtes donnant un dispositif architectural à l'intérieur desquelles il y a un souvenir qui s'élabore, il y a des secrets, il y a des mystères qui peuvent être attachés. Et en fait, on découvre que les tableaux donc de praticiens italiens vont fonctionner dans ce même ordre d'idées, donc permettant d'illustrer la fonction de la mémoire, voire la fonction, pourrait-on dire, commémorative, établissant une association entre le signe, donc une traduction en image, et un lieu. Alors, est proposé, par exemple, un travail de Lorenzetti, le thème de la scène. Donc, c'est une fresque qui se trouve à l'église Saint-François à Assise. Donc,
vers 1319. Vous voyez, il y a la scène principale, enfin le panneau principal avec la traduction de la scène. Vous avez le Christ entouré de ses disciples, chacun d'eux donc étant assis sur une structure dans un espace architecturé. Et puis, à gauche, vous avez associé une autre scène dans laquelle vous trouvez, le détail se trouve sur votre droite, deux personnages au pied d'un feu dans une cuisine qui semble nettoyer des assiettes avec la présence de chats. Voilà un descriptif très, très rapide. Donc, on nous dit pour la lecture, plutôt que d'espace, mieux vaudrait parler de lieu, tant ces coins d'architecture s'identifient à ce qui s'y passe, aux scènes qui s'y produisent, devenant des symboles de fragments historiques. On dit suivant ce principe, le fidèle, qui pouvait être illettré et à qui cette fresque pouvait s'adresser, il lisait l'absence d'auréole au-dessus de la tête de l'un des 12 apôtres. Donc vous les voyez inscrits, il y a l'un d'eux qui n'a pas d'auréole. Un de ces apôtres n'a pas d'auréole. Donc en identifiant cela, il peut reconnaître l'événement de la scène. Mais on nous précise, l'érudit pouvait aussi s'appuyer sur le fait que ces personnages se trouvent dans un espace à forme hexagonale. La salle à manger, si vous voulez, a une forme hexagonale. Et se souvenir du 6e jour du calendrier juif. Donc, ces éléments se reconnaissent aux particularités d'un lieu et viennent déterminer la référence à un événement, si vous voulez, à un sujet appartenant à l'histoire religieuse. Donc là, c'est formulé de manière extrêmement simple au niveau de la traduction, de la reconnaissance de l'événement. Et citer un autre artiste, fonctionnant un peu avec la même idée, mais avec un tableau un peu plus complexe. Donc, Crivelli, proposant une association un peu plus tard, en 1486. Et là, vous voyez que le tableau s'articule en une scène qui dédouble l'Annonciation. Donc, sur la partie droite de l'image, la partie inférieure, vous avez la Vierge dans sa cellule. Et vous voyez que lui arrive au-dessus de la tête. Quand vous sortez de la cellule, vous remontez vers le ciel, donc vous avez la présence divine, c'est qui est suggéré, le Père qui est au-dessus, les colombes, vous avez donc la lumière divine qui traverse l'épaisseur du mur et qui vient toucher donc la Vierge choisie pour porter l'enfant. Mais à sa hauteur, dans la rue, vous avez l'ange. Donc il est là avec ses ailes multicolores. Et l'ange lui-même est en relation avec une personne. Donc l'ange est l'annonciateur de Marie, mais en même temps, il rencontre une personne et on nous dit donc, l'ange est dans une rue d'une cité italienne et il est en présence de Sainte Émidius qui tient en main la maquette de la ville d'Asconi dont il est le patron. Donc là, il y a un événement commémoré et qui est dédoublé. Il y a deux annonciations, celle qui est faite à Marie et celle plus contemporaine qui établit une relation entre le religieux et le politique. On est le 25 mars, nous dit-on, 1482, qui est le jour de la fête de l'Annonciation, mais qui est également le jour qui correspond à l'octroi du pape Sixte IV, accordant certaines libertés, certaines autonomies religieuses à la communauté. Donc, pour les personnes qui peuvent le lire, il y a, correspondant à une date précise, une association de deux événements qui se font écho, qui rassemblent le politique et le religieux. Et ça vient s'articuler par une multitude, si vous voulez, de structures quadrangulaires établissant le lien du terrestre vers le céleste. Il est aussi évoqué ce superbe tableau de Antonello de Messine, Saint Jérôme dans son cabinet de travail, 1474, donc Saint Jérôme est en prière. Vous le voyez sur sa petite estrade.
Et là, on est dans un espace, si vous voulez, qui est à l'intérieur d'une église, une cathédrale. Vous pouvez retrouver cette architecture à l'arrière avec la double baie géminée. Vous avez la voûte que l'on aperçoit. Vous avez latéralement à droite donc le carrelage et la succession, donc une espèce de travée. Et puis, notre regard est directement fixé sur Jérôme assis à son bureau. Donc, une architecture assez cellulaire qui resserre dans un espace plus privé. Et là, il y a l'écrivain Georges Perec qui a dit « Le cabinet de travail est un meuble de bois posé sur le carrelage d'une cathédrale. Il repose sur une estrade à laquelle on accède par 3 marches, comprend 6 casiers chargés de livres, de divers objets, des boîtes, un vase, et un plan de travail dont la partie plate supporte 2 livres, un encrier, une plume, et la partie inclinée, le livre que le saint est en train de lire. Tous ces éléments sont fixes, c'est-à-dire constituent le meuble proprement dit. L'espace tout entier s'organise autour de ce meuble, et le meuble tout entier s'organise autour du livre. L'architecture de l'église, avec la nudité de ses carrelages, l'hostilité de ses piliers, s'annule. Ces perspectives, ces verticales cessent de délimiter le seul lieu d'une foi ineffable. Elles ne sont plus là que pour donner au meuble son échelle, lui permettre de s'inscrire, d'être au centre de cet espace domestiqué. Et c'est là que, je dirais, Perec parle donc d'un espace totalement privé. Et le lien se fait parce que dans cette articulation de la géométrie, de la répétition des cases, de ces lieux où chaque chose est bien à sa place et qui nous conduit donc à quelque part quitter le religieux pour arriver vers un espace intime et domestique, eh bien, voici un petit teatrini chez Melotti qui justement s'appelle Méditation domestique. Donc, l'homme, chez Melotti, se retrouve justement dans un espace domestique, un peu comme Saint Jérôme, qui est défini par la position particulière de certaines choses et qui forme un peu comme un cabinet de curiosité que peuvent constituer les musées eux-mêmes, hein, dont la fonction serait justement d'étudier, de connaître, donc à travers l'objet, à travers les images, et à partir de là, de conserver d'une certaine façon l'histoire des choses, objets fragmentaires ou plus nombreux, qui sont aussi proches de certains reliquaires, comme l'image peut nous le montrer ici, et qui nous amènent donc à nous interroger sur nos origines et ce que le temps nous transmet. Donc, il y aurait de la part de Fausto Melotti des références à des moments antérieurs de la pratique picturale, donc à l'époque de la Renaissance, que lui traduirait dans sa conception architecturale par l'intermédiaire de la répétition de ces cases, de ces zones, de la position de l'homme, entouré d'une évocation comme ça métaphorique d'éléments qui parlent du temps, donc de la mémoire et de ce qui nous fait. Vous voyez, dans une traduction qui est évidemment beaucoup plus archaïque chez Melotti, ce n'est pas lié à une conception où la représentation est si élaborée avec l'usage de la perspective. C'est encore un qui est très très beau, avec comme cette femme et puis une grande sphère, et 2 personnages tout à fait dans la partie supérieure. Quelque chose de très touchant, qui est cette articulation du temps et de l'espace comme des moments différents, avec les âges et le rapport du masculin-féminin. Je vous en montre encore un. Ah non, c'est par exemple cette notion du passage du temps qui glisse ici par l'intermédiaire justement de l'expression de l'eau. Donc qu'on soit dans l'immobilité, hein, dans le caractère très fixe comme ici, ou que vous soyez dans une traduction qui est peut-être
voilà, une conception plus illustrative. On est dans cette même inscription de l'homme dans le temps, de ce que nous portons comme la mémoire de nos ancêtres, d'où nous venons, et que Mélodie donc va s'essayer à traduire de multiples façons, de multiples manières.